Tout le monde pense que ce vieil homme solitaire et vierge est le plus faible d'entre eux, mais après avoir été nommé instructeur pour les chevaliers de l'ordre du bibliothécaire, il montre à tous à quel point il est fort. Un matin, une jeune elfe, Lily, le salue avant de se diriger vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, Xenos se réveille, lui rend son salut et boit son thé noir. Lily explique que les guérisseurs de 3e classe soignent les blessures, ceux de 2e classe guérissent dans le confort, et ceux de 1re classe améliorent le monde. À Erzith, les guérisseurs sont très respectés pour leur rôle dans la croissance du royaume. Les hôpitaux les forment à la magie de guérison avancée et leur délivrent une licence avant qu'ils ne commencent. Mais dans une partie calme du royaume, Xenos pratique sans formation officielle ni licence. Après avoir soigné quelqu'un, il accepte le paiement mais leur rappelle que la guérison a un coût. Une fois que la patiente part, Lily se rappelle qu'elle a une visite à domicile et le médecin dit qu'il reviendra dans la nuit. Seule, elle commence à préparer le dîner. Pendant qu'elle cuisine, Carmilla suit l'odeur. Rien ne l'excite plus que les repas de Lily. L'elfe insiste pour gérer les choses elle-même. Après tout, elle s'entraîne pour devenir la future épouse de Xenos. Confiant en son amie Carmilla, elle dit qu'elle se reposera dans la chambre et s'envole pour une sieste. Bientôt, une femme aux dents acérées, nommée Zofia, entre en cherchant le médecin. Mais Lily lui dit qu'il est en déplacement pour une visite à domicile. Zofia, espérant secrètement la voir pour elle seule, décide d'attendre. Puis Linga arrive. Cherchant elle aussi le docteur tant désiré, Lily lui donne la même mise à jour, et Linga se contente de ne pas profiter de toute l'attention de Xenos. Zofia fait remarquer qu'elle est arrivée la première et dit à la fille chat de partir. Elles échangent des regards tendus jusqu'à ce que Lily intervienne. À ce moment-là, Lou fait irruption bruyamment, disant qu'elle est venue jouer au docteur. Lily explique encore que Xenos est absent et lui demande de réparer la porte qu'elle a cassée. Une fois toutes les femmes réunies, Lou suppose qu'elles sont là pour la nourriture de Lily, mais Zofia affirme que seule elle penserait ça. L'elfe pédant attrape son ingrédient secret, l'ajoute à la marmite et les invite à manger. Lorsque Xenos revient, Lou confirme que c'était le plan. Zofia accepte de rester, et Linga se joint avec enthousiasme au festin. Lily attend avec impatience le repas partagé, puis part ranger le linge. Pendant ce temps, Zofia se plaint que l'arôme est trop tentant, et Linga, trop affamée pour attendre, s'associe à Lou pour goûter en cachette. Une bouchée, et la grande femme ainsi que le chat sont conquis. Ils plongent dans la marmite sans honte. Zofia prévient que Lily ne sera pas contente, mais après avoir senti de plus près, elle se joint pour voir si cela plaît au palais du docteur. Dehors, Lily profite du calme de la nature, allongée dans l'herbe, se demandant si Xenos pourrait revenir plus tôt. De retour à l'intérieur, le trio finit toute la marmite destinée au dîner. Linga blâme les autres, Lou fait de même, et Zofia se demande s'ils ont tous perdu la mémoire, ce à quoi Kaplan joue le jeu. Le grand suggère de cuisiner davantage, mais il est déjà trop tard. Lily entre, portant encore le morceau du jardin, et demande poliment ce qui s'est passé. Les 3 coupables s'assoient, feignant l'innocence. Moins patiente, Lily frappe la table et répète la question. Zofia avoue enfin que l'odeur était trop forte. Linga prétend que ses bras ont agi d'eux-mêmes, et Lou admet que c'était juste trop bon. Voyant que l'elfe se fâche, le trio convient rapidement qu'elle est vraiment en colère. Linga s'inquiète que ça dérange la digestion. Lou suggère de demander à Xenos, mais Zofia pense que c'est une perte de temps pour le médecin. Pourtant, la fourrure sur la queue de la chatte-femme est rugueuse, et elle espère que Xenos la caressera quand même. Zofia plaisante en disant qu'il préférerait injecter de la mayonnaise plutôt que faire ça, et Linga rétorque que l'envie n'est pas sacrée. Lou affirme que la dent de requin devrait envier son corps tonique, mais Linga insiste pour dire que Xenos choisirait une queue duveteuse plutôt que des muscles n'importe quel jour. Zofia dit qu'ils sont hors sujet, alors Linga l'appelle un gros lézard, et le lézard réplique en la traitant de petit chien, laissant Lou se sentir exclu de la joute verbale. De retour sur le sujet, Lily dit qu'elle sera triste s'ils se battent. Elle voulait juste dîner avec ses amis. Mauve. Zofia et Linga s'excusent et promettent d'aider à préparer un autre repas. Tout comme Lou, progressivement, l'elfe admet qu'il ne reste plus d'ingrédients. À ce moment-là, quelqu'un d'autre apparaît, Carmilla, un être fantomatique qui espérait manger la nourriture de Lily et qui est visiblement mécontent. Sous le choc, Linga s'agenouille, bientôt suivi par les autres. Peut-être est-il temps de préparer un nouveau ragoût, cette fois avec un bouillon de poisson.
Lily propose une solution moins agressive, apportant plus d'ingrédients, ce que les trois gourmands préfèrent et se hâtent d'aller chercher. Carmilla se demande alors pourquoi Lily n'est pas plus en colère, mais la blonde répond calmement qu'elle est simplement paisible. Si elles avaient bu les boissons de Carmilla, elle les aurait maudites. Mais Lily dit qu'elle est plus posée et qu'elle valorise leur unité. Sa vraie préoccupation est de finir le repas avant le retour de Xenos. Pendant ce temps, Xenos marche dans la ville au crépuscule lorsqu'une fille souffrante le croise, suivie d'un homme cruel qui la retrouve après l'avoir cherchée. Elle dit qu'elle est allée à l'hôpital pour des douleurs à l'estomac mais n'a pas été soignée, faute d'argent. L'homme lui arrache les cheveux en disant qu'une esclave n'a pas droit à un congé pour une douleur mineure, puis la traîne jusqu'à un cimetière et la jette sur une pierre tombale sale, disant que ça convient à une fille bête comme elle. Pendant ce temps, une ombre glisse vers elle sans qu'elle s'en aperçoive. L'homme lui donne un coup de pied dans le ventre et dit qu'elle ne mangera que si elle fait ses preuves. Soudain, elle se relève et le déchire, son corps vibrant d'énergie et d'une puissance surnaturelle. L'homme s'enfuit à travers la partie détruite de la ville. Il crie à l'aide jusqu'à ce que Xenos revienne, le suppliant d'intervenir. Xenos critique l'égoïsme de l'homme, mais celui-ci prétend n'avoir fait que son devoir et change de sujet, disant que ça concernait l'agriculture. Gravement blessé, il offre de l'argent si le garçon peut aider. Alors que la bête charge de nouveau son maître, le guérisseur empêche l'homme de mourir. Avec sarcasme, Xenos demande pourquoi la fille est si furieuse, esquivant une pierre qu'elle lui lance. Son propriétaire exige que Xenos la tue, mais il refuse, disant qu'il n'est pas bourreau. L'homme insiste qu'un noble ne devrait pas mourir pour une chose aussi insignifiante et dit qu'elle peut simplement être remplacée. En entendant cela, Xenos se rappelle un souvenir douloureux et déclare que sa mission est de sauver des vies. À ce moment-là, le demi-humain lance un énorme rocher, mais il le brise d'un coup de poing alimenté par le mana. Choqué, le noble demande quel genre de guérisseur peut faire cela. La fille se déplace rapidement, plus vite que la plupart de son espèce, utilisant un bouclier magique. Xenos bloque une attaque et piège l'ennemi près d'une maison en ruine. La structure affaiblie s'effondre, tuant le noble. Ensuite, Xenos essaie d'aider la fille à se relever, mais elle a trop peur. Une énergie sombre brille autour d'elle une fois de plus. Le médecin réalise que la fille est possédée, met son bras dans sa bouche et utilise sa magie de soin pour expulser l'esprit, curieux de savoir pourquoi les ouvriers agricoles sont possédés par les morts. Après avoir détruit l'entité et l'avoir soignée, l'homme voit qu'il lui répare instantanément la jambe cassée. Il sort, émerveillé par le pouvoir du médecin, et implore de l'aide. Xenos dit que son service est terminé et lui demande de revenir demain, mais le noble insiste qu'il sera mort d'ici là. Xenos exige plus d'argent, reçoit de l'or, mais en veut davantage. Comme il est guérisseur sans licence, il demande l'esclave du noble. L'accord est conclu, le noble est soigné et Xenos ramène la fille bête chez lui dit qu'elle lui appartient désormais et lui demande son nom. Quand elle dit qu'elle s'appelle Till, il lui demande de se déshabiller pour vérifier son état. Elle hésite, puis obéit, et il découvre qu'elle a un calcul biliaire qui cause une inflammation. Il la soigne complètement sans magie, ce qui la choque. Elle le remercie, mais il attend plus que de la gratitude. Till propose de servir comme elle veut. Alors il lui donne un carnet et lui demande de lui trouver quelque chose. Immédiatement, la servante partit chercher ce qui était demandé et découvrit rapidement la plante exacte. Till, encore incertaine, se demanda si sa tâche était terminée ou si on attendait plus, mais le guérisseur confirma que son travail était fait. Toujours hésitante, elle insista en disant qu'elle devait plus, mais Xenos expliqua qu'elle avait déjà payé sa dette. Elle avait trouvé des feuilles qu'il ne pouvait pas, ce qui équilibra ce qu'il avait fait pour ce semi-humain. Avec ses dettes réglées, il déchira le contrat et lui dit qu'elle était libre. Submergée de joie, Till admit qu'elle ne connaissait pas encore son chemin futur, mais promit de revenir le partager avec le docteur. Elle demanda aussi si elle pouvait revoir Xenos et il lui assura qu'elle serait toujours la bienvenue, tant qu'elle pourrait offrir quelque chose en retour. Ensuite, Xenos rentra chez lui où Lily dit que le dîner n'était pas prêt. Puis, les trois voleurs de dîner arrivèrent avec des ingrédients et Carmilla apparut brièvement pour taquiner Xenos, qui semblait avoir rencontré quelqu'un de spécial avant de disparaître. Excité, Lily dit qu'il pouvait préparer un grand repas et Xenos attendit avec impatience pendant qu'elle préparait du thé noir pour eux tous. Un homme lance une pièce d'or à Xenos, probablement le genre de récompense qu'il n'a jamais vue, réservée aux riches.
Le guérisseur demande à Aston ce qu'il veut dire par là, et Aston dit franchement qu'ils n'ont plus besoin de lui. Se plaignant, il lui rappelle qu'ils étaient en amis, mais tout le monde se met à rire. Aston se moque de lui, disant qu'il est aussi inutile que n'importe lequel. Tout le monde aurait fait pareil tant qu'ils sont jetables. Pour le chef, les pauvres sont comme du bétail. Et c'est une blague de penser qu'ils appartiennent simplement parce qu'ils sont nourris. Xenos insiste sur le fait qu'il a contribué à rendre le groupe formidable. Mais Aston lui refuse froidement tout crédit, rejetant sa magie douteuse. Maintenant qu'ils doivent impressionner des nobles, ils ne peuvent pas risquer d'être vus avec un mendiant. La pièce est un pot de vin discret, suffisant pour que Xenos parte tranquillement et disparaisse, tandis qu'ils s'éloignent sous leur rire cruel. Ailleurs, cette nuit-là, à Erdset, une jeune elfe est attaquée par 2 hommes. Elle échappe à l'un, mais une flèche lui frappe la jambe. Même blessée, elle mord l'un d'eux lorsqu'il la saisit. Alors il la poignarde de rage. Dans un moment de désespoir, Xenos erre dans les rues, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il entende un cri. Il trouve une femme brute qui hurle après son complice pour avoir blessé leurs marchandises précieuses. Une jeune elfe saigne abondamment. Sans hésiter, Xenos lui donne une pièce d'or pour l'acheter. Voyant la fille presque morte, la femme accepte et s'en va. Une fois seule, la fille demande faiblement si elle va mourir, mais Xenos la guérit miraculeusement en un instant. Submergée, elle éclate en larmes et se présente comme Lily. Se sentant coupable de lui avoir coûté de l'argent, Xenos la réconforte, puis explique qu'il est un guérisseur autodidacte et non agréé. Lorsqu'on lui demande où elle habite, Lily avoue qu'elle n'a pas de maison et n'a pas mangé. Xenos décide qu'il devrait d'abord lui trouver des vêtements et de la nourriture. Dans une taverne, Lily dévore son repas avec gratitude, tandis que Xenos fait semblant de ne pas avoir faim. En vérité, il est fauché. Pendant qu'elle mange, il réfléchit à son avenir, mais l'idée de la laisser dans un orphelinat insalubre lui semble injuste. Alors, il rejette rapidement cette pensée. Lily demande à Xenos quelle est sa situation, et il avoue qu'il vient d'être expulsé de son groupe et qu'il est maintenant sans emploi. Alors qu'il parle, un lézard blessé fait irruption dans la taverne, suppliant pour de l'eau. Xenos remarque une blessure par balle magique sur son bras. Le lézard dit que c'était un accident et implore un soulagement. Le guérisseur de la taverne intervient, renforce sa guérison par un sort, et le soigne rapidement. Reconnaissant, le lézard demande le nom de la guérisseuse, et Lily présente fièrement sa nouvelle amie. Bien qu'il ne connaisse pas ce nom, le lézard donne à Xenos 4 pièces d'or et s'en va joyeusement. Xenos se tait alors, réalisant que les guérisseurs méritent aussi un paiement, tout comme les restaurants. Se souvenant des remerciements sincères de Lily quand il l'a soignée, il est inspiré d'ouvrir une clinique pour les pauvres, sans licence, car il vient des bas-fonds. Lily trouve cela excitant et insiste pour aider, lui rappelant qu'elle lui appartient techniquement et qu'elle est heureuse de servir. Xenos voulait seulement aider et ne voulait jamais d'esclave. Mais comme Lily n'a nulle part où aller, il accepte de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle trouve un foyer permanent. Elle jure fidélité, mais il lui demande d'éviter de dire des choses qui pourraient être mal interprétées. Après avoir quitté la taverne, il se dirige vers un quartier délabré où Xenos prévoit d'ouvrir une clinique cachée. Lily s'interroge sur l'emplacement, mais il explique que c'est idéal pour rester inaperçu. Il cherche un endroit habitable et se fixe sur un manoir délabré qui ressemble à un bâtiment de Berlin d'après-guerre. Lily est mal à l'aise, disant que ça ressemble à une maison hantée et s'inquiète des spectres, des morts vivants puissants qui drainent la vie et asservissent les âmes. Xenos, imperturbable, entre directement, ignorant ses peurs, ce qui pousse Lily à utiliser une prière sacrée pour éclairer leur chemin. Xenos est surpris de découvrir que la fille peut lancer une magie basique sous la bonne lumière, ce qui les aide à mieux voir, reconnaissant pour cet abri. Il se rappelle avoir dormi dehors à l'époque de son phénix d'or. L'endroit semble assez solide une fois nettoyé, mais Lily devient nerveuse après avoir aperçu une silhouette ombragée. Elle se cache derrière Xenos alors qu'un fantôme exige leur force vitale. Lily panique, l'appelant un spectre, mais Xenos reste impassible. Il doutait déjà que le bâtiment soit vraiment vide. Lorsqu'il attaque, il utilise la magie de guérison pour détruire ses bras et mentionne qu'il a déjà affronté beaucoup comme elle, grâce à un coéquipier qui l'avait un jour jeté dans un labyrinthe de spectres. Calmement, il demande au fantôme de partager l'espace, mais insultée, elle frappe de nouveau et échoue, choquée qu'un humain puisse résister. Carmilla, reine des spectres, appelle ses sbires.
Lily hurle tandis que Xenos soupire, sachant que la paix est hors de question. Il utilise la grande guérison pour anéantir les fantômes plus faibles, laissant Carmilla sans voix. Il dit nonchalamment qu'il n'est qu'un médecin de rue et qu'il a besoin d'un endroit pour travailler. Alors, elle le laisse à contre-cœur rester au premier étage. Lily ne sait pas comment réagir. Plus tard, il transforme l'endroit en une clinique basique. Lily suggère une tenue d'infirmière pour attirer les patients, mais Xenos évite d'attirer l'attention de l'hôpital royal. Bientôt, le lézard qu'il a soigné plus tôt arrive. Xenos savait que son cas était spécial. Impressionné, Xon demande si Xenos peut aider sa sœur, qui présente une blessure pourrie causée par la magie. Xenos l'identifie immédiatement, laissant entendre qu'il a failli devenir lui-même un cobaye. Un jour, il compte se venger. Après avoir examiné son bras, Xenos détermine qu'il est irrécupérable et suggère une amputation avant que le poison ne se propage. Soupirant, la femme demande le prix. Il répond « 11 millions de wen ». Son frère s'oppose, mais elle lui dit de se calmer. Elle s'en chargera. Curieuse, elle demande s'il est sérieux, étant donné qu'elle est Zafia la Tornade, en réalisant qui elle est. Une chef de bidonville, leader des lézards, et héroïne rebelle. Xenos sait qu'il a décroché un gros client. Pourtant, Zafia veut savoir pourquoi cela coûte si cher. Xenos explique que ce n'est pas juste une amputation. Il prévoit de lui faire repousser le bras et ne tolère pas l'arrogance dans sa clinique. Quel que soit le titre, choqué, Zafia avoue n'avoir jamais entendu parler de la régénération lin, tout aussi perplexe. Xenos ignorait que d'autres ne pouvaient pas. Avec son consentement, il fait apparaître un scalpel de mana, la surprenant encore. Pour lui, c'est basique. Comment ferait-on autrement des coupes nettes? Il engourdit la zone avec un sort et commence la procédure complexe. Xenos arrête rapidement le saignement avec un sort défensif, puis accélère la régénération avec de la magie de guérison. Il reconstruit soigneusement le bras, des os à la peau, le laissant parfait. Épuisé, il s'assoit tandis que tout le monde le regarde, émerveillé. Zan remarque quelque chose d'étrange. Le docteur dit que c'est leur colocataire fantôme. Carmilla souhaite sèchement que le patient soit mort et s'en va. Zan s'inquiète. Mais Xenos dit qu'elle est gentille, au fond. Zafia rit, félicite le docteur pour son talent et son esprit, et promet d'envoyer plus de patients, avec une rémunération généreuse. Plus tard, Lily apporte du thé et reçoit une caresse sur la tête, mais Xenos remarque 3 tasses. Avant qu'elle ne puisse expliquer, le fantôme refroidit son thé. Xenos est confus, mais Carmilla lui dit de s'occuper de ses affaires. Lily est contente d'avoir plus de patients. Carmilla se plaint que c'est ennuyeux sans mort, se brûle la langue et monte furieuse à l'étage. Un elfe se demande pourquoi les lézards hommes sont toujours blessés. Xenos suspecte une guerre de territoire entre 3 factions de demi-humains. Juste au moment où il s'apprête à nommer la 3e, un bruit de chute l'interrompt. Un groupe d'êtres semblables à des loups-garous fait irruption, mené par Linga, une redoutée chef de bidonville. Elle exige de voir Xenos, le tenant pour responsable d'avoir soigné ses ennemis. Elle attaque, mais un bouclier bloque sa hache. Xenos dit à Lily de se cacher. Linga ordonne à sa bande de détruire la clinique, mais Carmilla apparaît, prête à les anéantir. Xenos la remercie, mais lui demande de se calmer. Intimidé par le fantôme, Linga recule. Le lendemain, un orc apporte un message. Lady Lu veut rencontrer le guérisseur secret. Xenos soupira. S'y attendant à moitié, après les lézards et les loups-garous, les orques éternent le problème évident suivant. Il se souvient que leur chef est quelqu'un d'important qui s'est enrichi en exploitant les pierres Mona. Cela ne fait qu'1 mois qu'il a ouvert sa clinique. Et presque tous les chefs de bidonville sont déjà venus. Il demande si le chef orc est raisonnable. Et le guerrier dit qu'elle est à la fois sage et honorable. Au moins, Xofia offre chaque jour des cadeaux coûteux, et Linga construit un palais à côté pour compenser le chaos qu'elle a causé. Si les chefs les apprécient, les choses pourraient bien se passer. Xenos demande pourquoi elle n'est pas venue elle-même, et le soldat explique qu'elle est à peine mobile, et qu'il ne l'amènerait pas près des loups-garous et des lézards. Alors, le médecin vient la voir à la place, au fond d'une grotte Mona. La reine orque Lu est heureuse de le voir et admet qu'elle est au courant de sa réputation grandissante dans les quartiers pauvres. Malgré ses efforts pour le garder secret, elle l'a elle-même retrouvé. Xenos est irrité que sa clinique secrète soit plus célèbre qu'un grand hôpital, tandis que lui remarque qu'il guérit n'importe qui. Pour le bon prix, Xenos avoue que travailler gratuitement est épuisant.
L'orque dit qu'elle ne peut pas bouger et veut savoir pourquoi, tandis que Xenos réalise qu'il est mis à l'épreuve en public mais doit gérer la situation. Il examine son corps puisqu'il n'y a pas de blessure visible. Surprenant Lu, qui n'a jamais vu de guérison sans examen complet. Il trouve une masse infusée de mana dans son ventre, une pierre de mana très explosive. Lorsqu'on lui demande, elle avoue l'avoir mangée, la prenant pour un gâteau de riz. Frustrée, Xenos commence à partir, disant qu'elle passera ça bientôt sans avoir besoin de toilette. Mais Lu explique qu'elle a mordu dedans et qu'elle pourrait exploser si elle bouge. Ses hommes fidèles refusent de la quitter, prêts à mourir avec elle. Xenos demande ce qu'elle veut. Et Lu lui offre sa fortune, préférant qu'elle aille à quelqu'un qui aide les autres, surtout les enfants. Si elle meurt, le monstre lance une clé à l'humain et demande depuis combien de temps Lu l'a avalée. Lorsqu'elle confirme, il s'avance, conjure un scalpel et poignarde le ventre du chef, en suivant tout le monde. Xenos révèle alors qu'il a enlevé et scellé la pierre explosive de son corps. Lu, impressionnée mais prudente, l'avertit du danger. Xenos enveloppe la pierre, l'active, et l'explosion secoue la grotte. Il est indemne grâce à la magie. Bien qu'il ait besoin de soins, il rend la clé, refuse sa récompense, disant qu'il n'accepte que les paiements équitables. Lu rit, le traite de fou et de sauveur de leur race, puis lui offre sa loyauté et une protection permanente, que Xenos décline poliment. Affamée, elle lui propose des gâteaux de riz, mais il préfère sa propre nourriture. Quelques jours plus tard, chez lui, il trouve Lily un peu morose. Elle dit que Zofia, Linga et Lu viennent souvent. En y réfléchissant, l'homme admet que cela se tient. Zofia vient le jour de la lune, Linga le jour de l'eau et Lu le jour de l'or. Ils sont en parfaite santé. Le médecin est perplexe face à leur visite. Lily pense qu'il est oblivieux et lui pense qu'il s'ennuie simplement. Elle va commenter quand Carmela s'exclame « C'est évident, c'est de l'amour ». Xenos balaie cela d'un geste, affirmant qu'il n'est qu'un médecin non agréé. Mais même un jeune spectre remarque à quel point les femmes sont éprises. Lily s'inquiète. Elles sont magnifiques, et Xenos admet qu'elles sont aussi difficiles à gérer. Carmela plaisante en disant que la prochaine guerre de faction pourrait être à cause de lui. Lily, une tomboy qui se décrit elle-même, doute d'avoir une chance. Mais le spectre dit que les quatre sont toutes aussi belles. Xenos dure jusqu'à ce que la situation dégénère. Zofia entre en furie, exigeant qu'ils choisissent les Lizard Folk. Linga la suit, l'appelant à se ranger du côté des lupins. Lu arrive en dernier, provoquant un conflit entre les trois factions, chacune essayant de le recruter. Carmela abandonne, craignant que des gens ne meurent à cause de son charme, et Lily boude. Le lendemain, les chefs s'affrontent dans une arène désertée. Zofia se moque, Linga menace, Lu taquine. Xenos crie depuis les gradins. Vous n'interviendrez pas. Ils sont d'accord. Winter attrape le tueur. Zofia attaque en premier, manquant de peu Linga, qui esquive. Lu fonce sur le lézard, rate sa cible et s'écrase contre des soldats. Linga contre-attaque avec sa hache. Zofia se défend, puis l'orque frappe le sol, créant un cratère. Le lézard riposte, tranchant à travers les ennemis alors que le chaos éclate. Linga décapite le lézard, tandis que Lu écrase la tête d'un loup-garou avant qu'il ne puisse réagir. Le combat s'intensifie rapidement et se prolonge avec acharnement jusqu'à l'après-midi. Malgré les coups incessants et la chute de son ennemi, les blessures de Zofia commencent à guérir, alors que Xenos rappelle à tous qu'il n'est pas là pour arrêter la bagarre. Mais puisque ce sont tous ses patients, il continuera à les soigner, comprenant que le combat est vain. Zofia s'assoit, honteuse. Linga est stupéfait par la capacité de Xenos à soigner autant de personnes, et Lu admet que le combat est sans fin. Xenos convient que ce n'est pas seulement grâce à ses soins, mais parce que des siècles de vengeance alimentent cette guerre. Il leur dit qu'ils sont libres de continuer à se battre, mais qu'il facturera chaque guérison. Les trois chefs rient, réalisant que la haine n'en vaut pas la peine, et déclarent la guerre terminée. Zofia se souvient qu'un orque a dit un jour que le pardon est la véritable force. Ils lèvent leur poing, convenant qu'il ne reste qu'un seul combat digne. Quand Xenos demande ce qu'ils veulent dire, Lily l'appelle le plus grand chat du royaume, puis demande pourquoi il a aidé. Xenos dit que son mentor lui a un jour appris qu'un guérisseur qui ne fait que réparer est de 3e rang. Celui qui soigne pour réconfort est de 2e rang. Mais le meilleur guérisseur rend le monde meilleur. L'elfe curieux demande quel était le mentor de Xenos, et il admet qu'elle était étrange mais admirable.
Bien qu'il pense qu'il est un guérisseur médiocre, Xenos veut améliorer le bidonville, ou du moins faire semblant, car si personne ne se blesse, le médecin pourrait perdre son travail. Lily le traite de petit malin et dit qu'elle l'aime bien. Il lui rend l'appareil, mais elle s'agace parce qu'il n'a pas saisi la nuance et elle ne prend pas la peine d'expliquer. Quoi qu'il en soit, Xenos, qui n'est pas idiot, décide qu'il est temps de faire payer la visite et de partir. Le lendemain, le commandant de la division d'Ursus contacte le vice-commandant Krishna au sujet de rumeurs inquiétantes de conflits entre demi-humains dans les bas-fonds. Même si la querelle n'est pas nouvelle, le royaume ne peut plus l'ignorer. La hiérarchie rigide de Ursus permet aux citoyens de déverser leur colère sur les pauvres, qui se battent alors entre eux, maintenant ainsi la stabilité du système. Ce qui inquiète vraiment le commandant, c'est l'idée que les pauvres s'unissent, ce qui menacerait le pouvoir des nobles. Le roi est perçu comme une figure de proue, et les chevaliers ont juré de le protéger. Krishna, cependant, doute qu'une faction puisse un jour s'unir. Puisqu'ils ont toujours été en haine l'un envers l'autre, personne n'ose se mettre en travers du tornade du tyran et du puissant. C'est un fait connu. Les commandants ont entendu des rumeurs d'un pacificateur qui les unirait, et envoient Jin Krishna, la rose de fer, pour capturer les rebelles qui sèment le chaos parmi les pauvres. Les éternuements constants de Xenos inquiètent Lily, et les chefs de la bande en profitent pour se faire passer pour des aides. Après avoir soigné Zofia, Lily remarque qu'elle a rarement besoin d'aide maintenant. Zofia plaisante en parlant de rejoindre le projet de la clinique. Xena lui rappelle que ce n'est pas un lieu de rencontre. Tornado dit qu'elle a combattu des troupes d'ordre hier. Xeno se souvient quand elle et son frère se sont blessés en s'infiltrant dans la maison d'un noble. Xena évoque une femme folle avec une arme enflammée, la même rose de fer avec le feu et le gel dans les yeux. Carmela tremble à l'idée que toutes les femmes enflammées du royaume s'unissent. Soudain, le chaos éclate. Xeno pense être en sécurité, jusqu'à ce que l'avertissement fantomatique de Carmela prouve le contraire. Il la repousse et invite Lily à manger. Mais ensuite, Zofia veut de la salade, du poisson lingot, de la viande maigre. Xeno se plaint, mais il sait que la bande possède maintenant la clinique. Pendant le déjeuner, Carmela l'appelle le seul capable de les gérer comme un dompteur de bêtes. Dans les taudis, les ennemis vivent en paix. Krishna arrive, stupéfait. Un lézard évite ses questions, disant qu'ils le doivent à cet homme. Elle le menace, mais il ne parlera pas. Quand tu vois Zofia et Zan, il panique et Krishna recule, se souvenant de leurs membres jadis perdus et errantes. Elle trouve la clinique de Xeno. Lily sort. Une elfe. Krishna attaque, lançant une brume violette sur Xeno. L'officier n'avait pas prévu de rencontrer un autre suspect, car elle était concentrée sur une autre affaire d'enlèvement d'enfants. Réalisant que l'elfe et l'humain n'étaient pas liés, Krishna devint prudente. Lily a expliqué que Xenos l'avait sauvé, pas enlevé, mais Krishna a soutenu que le trafic humain restait illégal sans autorisation appropriée. Lily a précisé, et Krishna a reconnu son erreur, bien que la guérisseuse serait inconsciente un moment. Connue pour sa précision et son tempérament, Krishna a été surprise lorsque Xenos, maintenant réveillé, a souligné son vrai défaut, son mauvais sens de l'orientation. Elle s'est excusée et a demandé comment il était resté indemne. Il a mentionné une magie défensive, ce qui a embrouillé Krishna car elle aurait dû échouer face à ses balles enchantées. Après vérification, elle a confirmé qu'il allait bien et a noté combien les choses avaient été étranges. Xenos a plaisanté sur le fait d'avoir été tiré dessus par un inconnu. Krishna a demandé s'il était un mage bouclier célèbre. Il l'a nié et a taquiné en disant qu'elle était mauvaise avec les noms. Il a répondu que si d'autres pouvaient tomber dans des mensonges, personne ne pouvait tromper le député commandant d'un chevalier royal. Choqués, Xenos et Lily ont écouté Krishna exiger leur coopération. En soulignant l'importance de l'affaire, Xenos a levé un drapeau d'avertissement puis s'est assis avec elle pour en savoir plus. Elle a expliqué qu'elle était infiltrée dans les quartiers pauvres, à la recherche d'une cible. Quand Xenos lui a demandé pourquoi elle partageait cela, elle a dit que c'était le devoir d'un citoyen d'aider les chevaliers. Lorsqu'on lui a demandé qui c'était, elle a murmuré le médiateur, celui qui a mis fin aux guerres de factions. Xenos a failli s'étouffer avec son thé en voyant Carmilla apparaître, lançant un regard d'avertissement. Krishna, fidèle à la justice, n'avait pas nui aux demi-humains, mais croyait que le médiateur, malgré son influence, servait des puissances obscures. Xenos suggérait qu'il voulait peut-être simplement rester caché, mais Krishna lui a demandé s'il le connaissait. Il a dit que c'était juste une intuition, pour Krishna, qu'une personne comme ça en liberté mettait en danger la sécurité nationale.
Lili n'était pas d'accord, disant qu'il était strict avec l'argent mais pas cruel. Krishna a demandé à la fille si elle connaissait le suspect, mais elle a rapidement nié, mettant fin à la conversation en sentant que l'enquête serait difficile. Xenos lui a proposé de la guider en ville. Et bien qu'impatiente, elle a accepté. En sortant, elle a demandé des renseignements sur le lit et le plan de Xenos pour s'en débarrasser. Elle a demandé à l'utiliser, offrant de payer pour sa mission, car Mia fit remarquer l'habitude du propriétaire de la clinique d'attirer les ennuis. Plus tard, Krishna fut accueilli chaleureusement, mais refusa une boisson chaude, considérée comme une sensibilité à la chaleur, que Xenos qualifia d'autres défauts. Lili, agacée, demanda à se reposer sur les genoux de Xenos. Et après un moment, il lui caressa la tête. Carmilla remarqua la jalousie de Lili et Krishna fut déconcerté quand Xenos parla à personne. Carmilla expliqua que Lili faisait la fière devant un invité fantôme. Lili remarqua que la boisson de Krishna était encore chaude, avertit Xenos, et essaya de la refroidir en mettant une pomme dans sa bouche. Comme Krishna restait insensible, l'elfe utilisa l'astuce de Carmilla, attrapa le visage de Xenos et déclara qu'elle ne le laisserait pas dormir. Elle s'évanouit peu après et fut allongée sur le lit, seule avec Xenos. Krishna se rappela qu'il avait mentionné la capture de l'elfe par des esclavagistes et demanda qui ils étaient. Xenos ne savait pas et elle suggéra un réseau local de trafiquants. Quand il demanda si c'était pour cela qu'il avait été blessé, elle s'excusa, admettant que son tempérament était son défaut, mais nécessaire pour être garde royale. Elle se demanda si Xenos, un mage de défense, pouvait faire repousser un bras avec assez de soin. Il commença à répondre, mais elle l'interrompit, disant que seule une sainte ou une guérisseuse de haut niveau le pourrait. Elle avait infligé de graves blessures à Zafia lors d'un combat, mais l'avait ensuite vue avec un bras guéri, preuve d'un pouvoir qui inspirerait le respect dans les bas-fonds. L'officier promet de commencer son enquête le lendemain. Impatiente de trouver le coupable, Xenos demande pourquoi elle déteste les bas-fonds et Krishna explique que sa mère y a été tuée malgré sa gentillesse. Le meurtre, imputé à une bague volée, a conduit à l'ascension de Krishna en tant que plus jeune commandante adjointe des chevaliers royaux, lui valant le titre de Rose de Fer. Bien qu'elle soit critiquée pour son détachement émotionnel, elle admet son incapacité à sourire après la mort de sa mère. Le lendemain, Xenos s'occupe de Zafia, tandis que Krishna prévoit de revenir. Carmilla commente que de telles tragédies sont courantes, évoquant presque un chevalier royal avant l'arrivée de Krishna. La tension monte alors qu'ils dégainent leurs armes. Carmilla taquinant Xenos à propos de son mariage, tandis que Lili dit que Zafia s'est simplement perdue. Zafia le confirme et Krishna interroge son bras guéri. Suspectant un médiateur, Zafia soutient que le crime existe dans toutes les classes, pointant du doigt l'aristocrate derrière le réseau de trafic. Krishna insiste sur le fait que l'opération se trouve dans les bidonvilles. Mais Zafia explique que c'est une façade pour Kalendor, le véritable cerveau. Krishna en doute, car Kalendor est considéré comme un philanthrope. Zafia croit que le médiateur aide tout le monde, même Krishna, puisqu'il ne juge pas sur l'apparence. Xenos révèle alors qu'il est le médiateur et le patient de Zofia. Krishna l'interroge, notant sa maîtrise de la magie défensive, une compétence rare. Xenos admet qu'il n'est pas un expert, mais affirme que les arts sont similaires. Krishna reste sceptique, mais garde ses distances pour protéger son image. Étant donné le soutien de Xenos aux demi-humains et aux médiateurs, Krishna rencontre Lord Kalendor pour discuter des récents vols et de la sécurité. Elle exige une inspection surprise, à laquelle Kalendor accepte hésitamment. Pendant le contrôle, elle se souvient des rumeurs concernant son implication dans le trafic d'enfants, mais elle les ignore. Elle remarque une sécurité renforcée et des gardes étranges, avec plus à l'arrière. À l'arrière, elle trouve un tunnel secret avec des enfants enchaînés et jure de les libérer. Mais Kalendor lui tire dessus en se moquant d'elle. Xenos tire et lui conseille de se taire. Iron Rose s'excuse. Réalisant qu'elle ne peut pas tous les sauver, Zofia arrive avec Xenos et un médecin. Kalendor les interroge, mais Xenos se présente comme un guérisseur. Et Zofia dit que personne ne se soucierait si Krishna mourait. Kalendor ordonne une attaque, mais Xenos la dévie avec de la magie et Kalendor panique. Xenos tire calmement, laissant Kalendor embarrassé. Xenos lui avertit que tirer signifie être prêt à se faire tirer dessus. Kalendor implore sa clémence, mais Xenos refuse. Après une blessure non mortelle, Xenos pense que ce n'est pas son rôle de juger. Krishna lui demande de se présenter aux chevaliers royaux.
Il la soigne et plaisante sur une future facture. Elle l'appelle un héros, mais il désapprouve humblement. Après l'avoir soignée, elle réfléchit à ses défauts, et Xénos lui rappelle que combattre cause de la douleur. Il dit que certains la voient mais comme une héroïne. Les enfants demandent si leur héroïne est toujours là, et Krishna réfléchit aux défauts et à l'héroïsme de sa mère. L'équipe de Zofia évacue les enfants, et Krishna part avec Xénos. Elle demande pourquoi il l'a sauvée, et il répond que les patients morts ne paient pas, ce qui la fait rire et accepter ses défauts humains. Le lendemain, Xénos et Lily sortent acheter un nouveau thé, tous deux impatients de l'essayer. Il y a des années, Xénos était un sans-abri jusqu'à ce qu'Aston, ayant besoin d'un serviteur, l'invite à rejoindre sa troupe. Xénos prétendait connaître la magie de guérison, mais Aston en doutait, jusqu'à une mission où Xénos soigna une blessure en plein combat. Même alors, il fut jugé inutile et expulsé. Maintenant, le Phénix d'Or a un nouveau membre. En allant vers un donjon, un se plaint que c'est trop loin. Un coéquipier chantonne. Un autre veut juste boire. Et la mage trouve amusant que la serveuse locale ait reconnu leur nom. Devant, la première vague de monstres apparaît. Le chef sort son épée et ordonne à l'équipe de ramasser des pots pour Lord Fennel. Guile lance une barrière faible à cause de la gueule de bois, tandis qu'Aston évite la première attaque d'un monstre, mais se fait gravement brûler. Yuma, l'archer, est mordu au cou, et Ander reste figé quand on lui dit de lancer un sort. Aston appelle à la retraite et gronde ensuite l'équipe pour avoir échoué contre des monstres de niveau B+. Ander réagit rapidement, et Gil remet en question la fausse guérison de Xénos. Aston insiste sur le fait que c'était faux, et décide qu'ils ont besoin d'un vrai guérisseur. Ils embauchent Yumin, qui admet manquer d'expérience et ne comprend pas pourquoi un groupe aussi célèbre la veut. Lorsque Gil demande si Yumin va se rétablir, Yumin répond qu'il vivra mais ne pourra plus continuer l'aventure. Aston hausse les épaules, disant qu'il n'a jamais été fait pour l'équipe. La mission continue. Lord Fennel veut Firefox Fur pour l'anniversaire de sa fille, et Aston voit une opportunité d'impressionner. Ils entrent dans la grotte. Le chef sort son épée, jurant de tuer un renard, mais une boule de feu l'oblige à parer à la place. L'embuscade commence alors que les renards chargent. Un coup de stun indique à Gil de les protéger et en attaque un, déclenchant un combat féroce. Une autre explosion touche Andrés, le mettant hors de combat. Aston, le plus fort du groupe, ne peut soudainement plus porter de coups, comme si son corps ne répondait pas. Yumin avertit qu'Andrés mourra sans traitement. Guile panique, mais Aston ordonne la retraite sous pression. Dehors, Aston blâme Gil, mais Yumin insiste sur le fait que le bouclier a sauvé Andrés. Le guérisseur dit qu'un seul hôpital ou un saint pourrait le sauver. Aston, frustré, doute encore que les Xénos expulsés aient une réelle valeur. Quelques jours plus tard, ils reviennent chez Lord Fennel les mains vides. Aston n'est pas accueilli par Fennel, mais par un intendant déçu qui se moque de son échec, notant que le seigneur n'avait rien pour la fête de sa fille, plutôt que d'admettre qu'il a manqué la date limite. Aston blâme une trahison inventée d'un ancien coéquipier Xénos, laissé volontairement hors des dossiers officiels. Dans l'espoir de se racheter, il promet de constituer une meilleure équipe et part à la recherche de Xénos, le guérisseur qui maintenait autrefois tout en ordre. Avec Gil, il se rend dans les quartiers pauvres et est surpris de voir Harmonium lors des courses. Pensant que Xénos est retourné en périphérie, il engage des leaders demi-humains locaux pour l'aider. Le chef Lézard, Zofia, le repousse, plus concentré sur sa visite chez le médecin, bien qu'Aston ne puisse s'empêcher d'admirer sa beauté et de fantasmer l'ajouter à sa future collection noble. Aston révèle qu'il cherche quelqu'un nommé Xénos. La tornade dure en se moquant, montrant à quel point Aston a l'air idiot, ce qui provoque presque une bagarre jusqu'à ce que les sbires de Zofia se calment. Elle les ignore, disant que Xénos n'a pas de temps à perdre avec des perdants. Quand Aston exige du respect, elle lui retourne la question. Le rendant tendu, il rend Visuhunt visite au chef des loups-garous, Linga, qui dit qu'il devrait ne mourir et renaître en scarabée pour avoir trahi Xénos. Aston essaie de s'affirmer, mais elle menace de lui arracher la tête. Enfin, le commandant Orc les reconnaît instantanément et avertit Aston que s'il fait du mal à Xénos, les orcs se vengeront. Après tout ça, Aston n'arrive pas à croire que Xénos soit réellement bien considéré dans les bidonvilles. Mais à ce moment-là, Xénos de Gispod marche avec Lily alors qu'il s'approche pour l'affronter. Le leader du Phénix se moque de sa survie.
Mais Xenos demande simplement ce qu'ils veulent. Aston demande ce qu'ils pensent qu'ils veulent. Mais Xenos ne joue pas et s'éloigne. Désespéré, Aston dit que Xenos devrait être reconnaissant d'avoir une chance de revenir au Phénix d'or. Xenos refuse, proposant un marché à la place, 50 par soin, 1 million pour les cas graves, triplement pour les bofs, pas de réduction. Furieux, Aston se moque de sa situation de vie, mais les locaux arrivent rapidement en remerciant Xenos d'avoir aidé la communauté. Après leur départ, Aston essaie encore une fois, disant qu'il est venu personnellement pour l'inviter à revenir. Xenos le rejette catégoriquement. Furieux, Aston attaque, mais Krishna le tire en bas, révélant qu'elle est officier de la loi et qu'elle cherchait simplement Xenos. Aston réalise qu'elle est la plus jeune vice-commandante des Chevaliers Royaux, et même elle connaît Xenos. En l'arrêtant, il blâme Gale et s'enfuit. Ce soir-là, les leaders demi-humains rencontrent le docteur dans sa clinique souterraine. Zofia avait un mauvais pressentiment et a envoyé ses hommes. Mais ils ont perdu la piste, disant avec Linga et ses loups-garous. Lu admet que les deux ont évité toutes les patrouilles orques, sans savoir ce qu'Aston fera ensuite. Il y a crainte qu'il se tourne vers la guilde clandestine, des mercenaires impitoyables qui travaillent en toute discrétion. Xenos doute qu'Aston puisse se les permettre, et Carmela est d'accord. Il est fauché s'il pensait que Xenos travaillerait gratuitement. Pourtant, Zofia a entendu parler de quelqu'un dans la guilde appelé le Guide, qui accepte parfois des missions sans être payé. Cette nuit-là, Lily trouve Xenos éveillé et agité. Elle lui apporte du thé, et son compliment la fait sourire. Quand elle a du mal à dormir, il caresse ses cheveux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Xenos l'aborde et retourne à sa chaise, où Carmela finit la dernière tasse. Elle lui demande si son ancienne équipe lui manque, et il plaisante en disant qu'elle est un fantôme attentionné. Elle le balaie d'un geste, mais il peut sentir qu'elle le pense vraiment. Elle dit que c'était trop de thé pour une seule. Alors elle s'est jointe à lui et il la remercie pour sa compagnie. Xenos avait presque oublié Aston et Gwail, mais se souvenir de leurs actes lui fit regretter de ne pas les avoir tabassés. Quand Carmela lui demanda comment il avait appris la guérison dans les taudis, il avoua qu'enfant il avait essayé de ranimer un cadavre, sans savoir que c'était interdit. Son mentor l'avait frappé pour ça. Carmela se rappela de la sorcellerie de vie artificielle, autrefois utilisée pour créer des golems. Des machines de guerre intrépides et infatigables alimentées par des pierres magiques, du carbone et du soufre. Durant la guerre des démons, il y a 300 ans. Xenos demanda ce qu'elle faisait à cette époque, mais elle ne s'en souvenait pas. Soudain, un grondement massif secoua les taudis, et Carmela s'envola pour voir un golem déchirer les faubourgs. Nous revenons dans les bas-fonds sombres de la ville, où un homme connu seulement sous le nom de Guide offre ses compétences dieux à louer. Le Pégase le désigne, mais il accepte, disant que l'argent n'est pas tout. Bientôt, un client vengeur apparaît, visant non seulement un ennemi, mais tous ceux qui leur sont liés. Curieux, le Guide insiste pour connaître la raison, avertissant que sans réponse, il n'y a pas d'accord. Le client avoue finalement que sa mission est plus une explosion de rage qu'une quête de justice. Amusé par ce motif égoïste, le Guide accepte, impatient de tester une pierre magique qu'il développe. De retour au présent, le chaos éclate alors qu'un golem dévaste les bidonvilles, faisant fuir les citoyens terrifiés. Carmela rejoint Zeno. Intriguée qu'un artefact aussi ancien puisse causer autant de destruction ici, lorsqu'on lui demande des nouvelles de Lily, elle répond que la fille dort. Être témoin de cette horreur serait trop. Quelques instants plus tard, les 3 chefs de faction des bidonvilles arrivent, secoués mais sains et saufs, les loups-garous de Linka et les orques de loup. Cependant, subissent de lourdes pertes. Zeno explique qu'ils ont probablement affaire à une créature ancienne de la surface, mais il veut savoir d'où elle vient. Lou n'en est pas sûr, bien qu'un orque affirme qu'elle est sortie des bidonvilles. Soupçonnant la guilde souterraine, Zeno n'hésite pas. Il ordonne au chef de rassembler les blessés pour un soin immédiat. Pendant ce temps, le guide observe de loin à travers une longue vue, satisfait de la destruction du golem même si elle est un peu lente. Il est impatient de voir comment Zeno réagit alors que ses proches commencent à tomber. Ce n'est que le début. Dans les quartiers en flammes, les survivants se précipitent pour aider les blessés. Grâce à la trêve temporaire entre gangs, les blessés graves sont rassemblés pour que Zeno puisse tous les soigner en même temps. Il ordonne ensuite aux récupérés d'évacuer. Carmilla, perplexe face à son humeur, reçoit un grognement. Sauver des vies à minuit sans rémunération.
Ce n'est pas son idée d'un bon moment. Une chose est claire, Zeno ne laissera pas les coupables partir sans conséquence. Le guide, toujours observateur, est impressionné. Ce guérisseur est peut-être plus puissant que prévu. Pourquoi aider les blessés alors que la source de leur douleur ravage encore tout? Le guide hausse simplement les épaules. L'ennemi a remporté la première manche. Il est temps de se regrouper. Sans plus de blessés et le golem momentanément arrêté, les défenseurs reprennent leur souffle. Zeno, épuisé et avide de repos, semble prêt à s'effondrer. Mais le golem continue de ravager les bas quartiers, loin d'en avoir fini. Carmilla lui rappelle que ces créatures ne s'arrêtent jamais. Elles obéissent aux ordres jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Elle soupçonne qu'on lui a ordonné de raser les bidonvilles. Zeno, submergé, enfouit son visage dans ses mains. Carmilla se demande qui a obtenu une pierre magique de haute qualité, une relique rare des ruines du sud du château du Seigneur Démon, supposée perdue après la guerre. Avec des matériaux rares et de la magie noire, c'est un mystère. Mais Zeno n'a pas le temps pour les questions. Il se lève, prêt à affronter le golem. Zafia, Linga et Lu se joignent à lui. C'est leur maison. Carmilla avertit qu'il faut détruire le noyau à l'intérieur de son corps pour le vaincre. Sans cela, le golem reviendra sans cesse. Zeno soupire, sachant qu'ils ne peuvent pas récupérer ni vendre la pierre, mais cela pourrait être leur meilleure chance. Il ordonne aux autres d'attaquer pendant qu'ils restent en retrait pour soutenir, faisant confiance au célèbre médecin du quartier. Le trio charge, instantanément renforcé par la vitesse, la force et la précision. Leurs coups portent rapidement, mais le golem riposte vite, projetant Linga à travers plusieurs maisons. Elle est indemne, sûrement grâce aux puissants enchantements du guérisseur. C'est au tour de Zeno. Cela fait des lustres qu'il ne s'est pas battu comme ça. Il doit donc rester suffisamment proche pour que sa magie fonctionne et chronométrer soigneusement ses sorts. Défense, buff et soins, tous déclenchés différemment. Son rôle est de protéger, renforcer, puis restaurer son équipe. Lorsque le golem repousse une main, Zeno note le délai et ordonne d'attaquer ses jambes. Il commence à vaciller, mais Zafiap repère un enfant sur sa trajectoire. Zeno se précipite, mais il est trop tard. Pourtant, le golem se déplace. Manquant de peu la fille, le guide, abasourdi, réalise que cet adversaire est tout sauf prévisible. Le golem est clairement passé à la phase 2. Le dernier et plus crucial chapitre commence alors que le héros des bidonvilles fait face à un moment décisif. De retour au Figula, Carmilla remarque que les golems ne devraient pas être capables de telles actions, suggérant une manipulation. Zeno croit qu'une pierre magique instable a été utilisée, confirmée lorsqu'un scan révèle Aston à l'intérieur du golem. Quelques heures plus tôt, Aston avait cherché le guide, prêt à tout sacrifier pour la vengeance. Le guide observe alors que Zeno réalise que fusionner une pierre défectueuse avec un humain crée un noyau instable. Animé par des émotions négatives brutes, Aston a donné à Aston ce qu'il voulait. Mais maintenant, Zeno doit choisir détruire le golem et tuer un ancien allié qui l'a autrefois aidé à s'échapper. En disant aux filles de reculer, Zeno insiste pour gérer cela lui-même, se rappelant le conseil de son mentor d'éviter le combat en première ligne. Pourtant, il sait que c'est un fardeau qu'il doit porter seul. Comme les autres, Carmilla voit qu'il est presque matin et rentre chez elle. Elle n'a jamais été fan du soleil. Pourtant, elle promet du thé quand le médecin reviendra. Les blagues de Zeno sur Lily qui gère ça et les gémissements du fantôme qui se sent si facilement exposé. Laissant son rival, Zeno se souvient du moment où Aston l'a approché pour la première fois dans les quartiers pauvres où tout a commencé. C'est étrange de voir quelqu'un d'aussi égoïste qu'Aston sauver un enfant. Gail disait autrefois qu'Aston voyait le pouvoir parce que sa sœur est morte faute de médicaments. Peut-être que l'enfant lui rappelait elle, peut-être qu'il reste encore un peu d'humanité sous cette armure, même après que Zeno ait trouvé un endroit. Seulement pour qu'Aston l'abandonne. Il s'est toujours demandé comment Aston savait qu'il était sans abri. Maintenant, il comprend qu'Aston l'était aussi, mais rien de tout cela n'a d'importance. Esquivant le coup du golem, Zeno lui tranche les bras et perce sa poitrine, révélant Aston entièrement. Il ne ressent aucune victoire, seulement de la détermination. Il ouvre la poitrine d'Aston avec son scalpel, déclarant que leur voyage est terminé. Le guide est surpris par le peu d'hésitation que montre Zeno. Mais après tout ce qu'Aston lui a fait subir, cela pourrait être mérité. Le jeu est terminé et ce n'était pas aussi excitant que le guide l'espérait. Pourtant, il continue de regarder. Zenos n'attaque pas seulement, il soigne méthodiquement Aston, coupant la chair maudite avec précision.
Une seule erreur et Aston meurt. Trop tard et la corruption gagne. Le guide est choqué par le calme de Zénos après tout ça. Zénos sait qu'Aston ne mérite pas d'être sauvé, mais comme il a choisi de l'être, il pense qu'Aston peut au moins payer le prix. Zénos est à court d'argent. Quand Aston demande pourquoi il a été épargné, Zénos énumère ses raisons. Aston doit dire la vérité. Il l'a aidé une fois avec une pièce d'or qui a sauvé Lily et surtout, Zénos ne peut tout simplement pas tuer. C'est un guérisseur. Il met fin au combat en plongeant son scalpel dans le noyau du golem, inondant l'endroit de lumière. Aston, honteux, demande si c'est une vengeance, mais Zénos n'a jamais prévu aussi loin. Agissant par instinct, Aston avoue ses péchés passés, trop tard pour que ça ait de l'importance. Il implore le pardon, sachant que c'est inutile, le ton froid de Zénos lui dit d'arrêter le drame. Il est temps d'assumer les conséquences. La force monte. Zénos l'épargne seulement parce que mettre quelqu'un KO lui semble mal. Puis il frappe Aston de toutes ses forces, sans pitié. Des excuses ne suffisent pas. Aston finit presque nu dans la rue. Plus tard, Krishna le retrouve encore pendant les patrouilles contre les monstres. Zeno lui avait tout raconté. Miraculeusement, personne n'est mort. Pourtant, Aston fait maintenant face à plusieurs accusations et Krishna révèle que Zénos a pris son épée précieuse, un jeu équitable, et a laissé une seule pièce d'or en guise d'adieu. Ne jamais croiser à nouveau leur chemin, Aston s'effondre. Zénos, à peine conscient, refuse l'aide des filles, mais elles insistent. C'est à leur tour de le porter. Peu de temps après, il disparaît. Un jour, lui et Aston se reverront. De retour à la maison, Carmilla plaisante en disant qu'elle espérait qu'il était mort. Tandis que Lily avoue qu'elle s'est inquiétée, l'elfe, toujours sereine, prépare du thé. Elle savait qu'il reviendrait. Le lendemain, l'homme de la maison va dans un salon pour se détendre après le chaos. Il avait initialement prévu d'agir discrètement comme un guérisseur rogue. Mais les choses ont rapidement dégénéré. Alors, il profite du calme pendant qu'il peut. Juste au moment où il essaie de se doucher, quelqu'un entre en force. Plus tôt, Krishna était irrité que la recherche du menteur derrière l'attaque du golem ait donné peu de résultats. Ils n'ont confirmé que le suspect, comme étant quelqu'un appelé le guide. Mais le suivre est difficile. Son point de rencontre avec Aston était désert, et il a disparu sans laisser de traces. Les fouilles de Safiya ont révélé qu'il a récemment rejoint la guilde souterraine et qu'il se tient à l'écart. Ce que Lina a confirmé, Luce dit que le monde souterrain impose le secret, donc demander autour ne sert à rien. La demoiselle de fer dit que les chevaliers le chasseront toujours, mais doute qu'il se montre bientôt. Pourtant, les chefs de faction pensent qu'il réapparaîtra, probablement avec des liens plus forts avec le monde souterrain. Lorsque l'enquêteur royal dit aux filles demi-humaines d'arrêter de spéculer, elle souligne que le vice-commandant n'a pas fait mieux. Zénos essaie d'apaiser les tensions. Notant qu'ils discutent, au moins, Krishna réplique sèchement, lui rappelant que son serment de chevalier lui interdit de partager une table avec des demi-humains. Le docteur, visiblement exaspéré, demande à tout le monde de se calmer avant de chasser toutes les femmes, disant qu'il ne reçoit que les urgences aujourd'hui, nerveuse et rougissante. Lily entre et mentionne qu'elle a réfléchi. Depuis le chaos des golems, les maîtres avaient l'air épuisés et elle avait un endroit relaxant en tête. Avant qu'elle ne puisse finir, Zafia fait irruption, proposant hardiment un voyage aux sources chaudes. Zénos est d'accord, écrasant Lily, qui se sent rejetée par l'audace sans honte de la lézarde. Zafia rayonne de fierté, puis Linga arrive avec la même idée. Encore secouée par la poursuite du monstre, et Xenos accepte de nouveau, la renvoyant joyeusement. Low Storms entre ensuite, et avant qu'elle ne puisse parler, le docteur suppose qu'elle a entendu et pose la même question, croyant qu'ils sont profondément liés. L'orque émotionnel part en larmes. Enfin, Krishna entre plus poliment et l'invite aussi aux sources. Avec toutes ces invitations identiques, Xenos se demande ce qui se passe. Quand il demande à Lily ce qu'elle allait dire, l'elfe frustré se contente de faire la moue en silence. Carmilla arrive, amusée par le chaos autour de Xenos en simple serviette. Elle n'a pas été dans un endroit comme celui-ci depuis des lustres et pense que ça pourrait être amusant de se joindre à eux. Xenos la réprimande pour sa vulgarité, malgré sa prétention d'être un spectre raffiné, mais elle l'ignore. Pendant ce temps, la paix est brisée lorsque Zafia, surnommée la Tornade, s'infiltre après avoir mis en place un faux panneau de maintenance pour les hommes. Elle flirte avec Xenos, admettant qu'elle veut le sauter mais se retient, essayant d'être douce.
Elle mentionne comment d'autres disent qu'elle s'est adoucie, probablement grâce à ses amitiés avec des personnes de races différentes dans les bidonvilles, ce qu'elle attribue à Xenos, autrefois solitaire et rude. Elle discute maintenant même avec des chevaliers royaux. Pour elle, Xenos est un unificateur. Il minimise cela, se décrivant comme juste un médecin louche, alors qu'elle s'approche trop. Il résiste, alors elle saute sur l'occasion, juste au moment où Linga entre en trombe. Affirmant que la chaleur la fait errer dans le mauvais bain, elle confronte Zafia frontalement. Soyons honnêtes, elle veut juste que ce gars soit à elle. De nulle part. Lu surgit de l'eau, sans honte et sans serviette, contrairement aux autres qui ont au moins essayé d'être modestes. Puis Krishna débarque en furie, leur criant de quitter le côté des hommes, mais elles lui répondent qu'elle est aussi là. Elle fait rapidement semblant d'avoir confondu les bains. Fâchée que sa tranquillité soit troublée, Xenos crie à tout le monde de partir. Pendant ce temps, dans le bain des femmes, une jeune femme entend les cris et craint qu'un pervers ne gâche sa visite à Flamme, la ville des sources chaudes. Juste à ce moment-là, les filles demi-humaines arrivent enfin, râlant sur le fait que Xenos soit toujours sur ses gardes. La fille déjà présente est surprise par la foule soudaine et la regarde un peu trop longtemps. Zafia la reprend, et Lu suppose que c'est simplement son charme naturel qui attire l'attention. Lily, assise à côté, se plaint que sa poitrine plate l'a empêchée d'approcher Xenos. Puis elle remarque que la fille humaine n'a pas non plus une forte poitrine. Et ça fait tilt, petite poitrine, grand cœur. Avec une nouvelle confiance, l'elfe saute dans l'eau d'un bond joyeux. Carmilla arrive enfin et rassure Lily, qui se sentait mal dans sa peau. Elle la compare à des fleurs sauvages, les melons poussent à leur rythme, et tout le monde n'aime pas qu'ils soient gros. Lily demande si certaines personnes préfèrent vraiment les petits, et Carmilla hoche la tête, laissant entendre des vérités plus profondes que les enfants ne peuvent pas encore comprendre. Lily, rassurée, remarque que Carmilla semble encore plus faible aujourd'hui. Le fantôme disparaît en plaisantant, la faisant sursauter. Pendant ce temps, une femme humaine sent la présence du fantôme et prépare un sortilège sacré, ce qui fait fuir Carmilla à travers un mur, lui laissant tomber sa serviette dans la section femme. Dans la zone des hommes, Xenos est déjà agacé. Même le fantôme gâche ma pose. La femme, doutant d'elle-même, blâme la fatigue et baisse sa garde. Après les sources chaudes, le groupe profite d'un repas. Krishna, en deuil, mange seul, car être avec des demi-humains viole le code de son ordre. Ils l'invitent à se joindre à eux, mais elle continue de sangloter en passant son rare jour de congé avec des marginaux. Xenos, insensible au drame, l'ignore et demande où est passée Carmilla. Lily dit qu'elle boit seule pour se détendre. Plus tard, après avoir couché Lily, Xenos trouve le fantôme qui l'attend dans sa chambre. Elle demande s'il n'a pas apprécié le festin. Il dit que si, mais que ça a dégénéré quand les filles ont commencé un concours de boissons. La gagnante pouvait s'asseoir sur les genoux du docteur. Un gars incontrôlable. Il soupire, déçu que le voyage, censé être paisible, soit devenu chaotique. Carmilla rit, compatissant, ce qui lui rappelle d'apprécier les moments sauvages. Ils ne dureront pas et les ennuis reviendront bientôt. Curieux, Xenos demande comment elle est là malgré son aversion pour la lumière du soleil. Carmilla explique que sa présence est faible, presque inexistante, et qu'elle peut habiter des objets auxquels elle est émotionnellement liée, comme le bâton que Lily portait, qui lui appartenait autrefois. Quand Xenos lui demande son passé, elle dit que c'est si lointain qu'elle ne s'en souvient plus. Il sent sa réticence et ils continuent à boire en silence. Le lendemain matin, aux mêmes sources chaudes, les feux de pierre dans la cuisine explosent soudainement, brûlant gravement un homme. Sa femme crie tandis qu'une jeune guérisseuse accourt pour aider, réalisant que son bras ne guérira peut-être jamais. Xenos arrive, attiré par le bruit, et se présente comme un simple invité. La guérisseuse dit qu'il y a un hôpital en ville et lui demande de l'aider à y transporter le blessé. L'homme refuse l'aide de façon inattendue. Lily arrive en panique, mais Xenos la calme. Alors qu'il s'en va, il se retourne et guérit complètement l'homme avec une magie stupéfiante. Bien au-delà des capacités des guérisseurs ordinaires, Lily, stupéfaite, en fait le rapport à son supérieur au château royal. Bien qu'il ne soit pas d'abord inquiet, en entendant parler du manteau noir de Xenos, il ordonne une recherche, affirmant vouloir rencontrer ce puissant guérisseur. Plus tard, Xind amène un homme qui tousse du sang, Baker l'enquêteur lui-même. Xenos diagnostique un faux cas de poumon rouge. Baker avoue avoir simulé les symptômes avec un médicament pour rencontrer Xenos.
C'est en réalité le médecin qui a guéri la pièce originale et qui a utilisé son propre argent pour aider les pauvres. Bien qu'il minimise sa renommée, le guérisseur des sources est furieux d'avoir été dupé pour l'accompagner, mais Baker dit que c'était nécessaire. Il espérait trouver un homme en manteau noir, mais apprend que c'était le mentor de Xenos. Baker invite Xenos à l'aider dans cette affaire délicate, mais les chefs demi-humains, alertés par un drapeau rouge, le bloquent. Impressionné par leur loyauté, Baker propose plutôt une alliance formelle. Xenos acquiesce. Se rappelant de la générosité de Baker pendant l'épidémie, les dirigeants le reconnaissent aussi, et Baker, révélant qu'il connaissait autrefois le mentor de Xenos, l'invite à une mission secrète. Xenos, habituellement en vêtements décontractés, se démarque maintenant dans un uniforme blanc impeccable devant l'hôpital royal, visiblement impressionné en suivant Baker jusqu'au laboratoire. Subjugué par le luxe, il plaisante sur l'absence de coins sombres et lugubres, ce qui pousse Yumin à lui dire de laisser tomber le rôle du gamin des quartiers pauvres, au moins ici. Pourtant, Xenos ne peut pas simplement oublier d'où il vient. Finalement, Baker l'emmène dans son bureau pour lui expliquer la mission, mais Xenos devine qu'il s'agit de personnes disparues. Même si ce n'est pas dans ses forces, Baker veut simplement qu'il recueille des renseignements. Des étudiants spéciaux comme Xenos, appelés Xeno à l'étranger, peuvent accéder à des programmes exclusifs pour aider. Xenos doute de l'histoire, mais Baker lui assure que son soutien facilite les choses. Xenos ne voit pas d'inconvénient à le blâmer si ça tourne mal, et Baker rit en disant qu'ils sont dans le même bateau. Plus tard, Yumin montre son dortoir à Xenos, où Lily l'accueille à sa grande surprise. Intrigué, Xenos apprend que les règles permettent aux proches ou aux personnes clés de partager un dortoir. Lily affirme fièrement qu'elle est la femme du docteur, mais Yumin la corrige en disant qu'elle est officiellement répertoriée comme sa sœur cadette. Quoi qu'il en soit, Xenos est soulagé de la garder près de lui, ayant craint de la laisser derrière. Une fois qu'il part pour laisser les nouveaux s'installer, Lily offre de la nourriture, un bain, et même elle-même, laissant Xenos stupéfait quand il demande où elle a appris ça. Carmilla apparaît et s'attribue sans honte le mérite. Agacée, Xenos exige de savoir pourquoi le fantôme est là, et elle avoue qu'elle est juste venue pour l'embêter. Il prévient que tout guérisseur qui la verra l'exorciserait. Mais elle s'en moque, disant qu'elle n'est effrayante que pour certains. Contrairement à ce gamin, tout le monde ne peut pas utiliser la magie de guérison. Xenos pense que c'est simplement sa nature et que rien ne changera cela. Plus tard à la cafétéria, Yumin, qui commence à l'appeler Xeno, demande des renseignements sur l'orientation. Il dit qu'il va passer d'un département à l'autre, mais ignore comment obtenir la certification. Elle explique d'abord une école préparatoire, puis des années d'études, et enfin un examen difficile. Il est stupéfait par ce long processus et reconnaît que les guérisseurs méritent leur statut. Elle trouve ironique que quelqu'un d'aussi naturellement doué considère les autres comme meilleurs. Elle explique qu'une fois que Xenos aura réussi le test, il travaillera soit dans une branche de l'hôpital royal, soit obtiendra une licence pour exercer en tant qu'aventurier. Certains sont affectés à des maisons nobles ou à l'armée. Avec suffisamment d'expérience, il pourra passer un autre examen pour monter en grade. Xenos n'est pas enthousiaste à l'idée de l'empilement des tests à venir. Il a déjà mal à la tête. Pour changer de sujet, il demande des nouvelles de la personne disparue. Yumin dit que c'est Alfred, son aîné, un guérisseur de haut niveau qui a aidé à soigner la maladie du poumon rouge. Reconnaissant l'importance d'Alfred, Xenos demande s'il y a des pistes, mais avant que Yumin ne puisse répondre, quelqu'un entre dans la cafétéria. Yumin l'identifie comme le professeur Goldran, le vice-directeur de l'hôpital royal et un guérisseur de 7e classe, juste en dessous de l'élite. Xenos demande comment fonctionne le système de classement, et Yumin explique qu'il reflète la compétence en guérison. Du novice à l'avancé, Goldran, suivi par un groupe, semble important, et Yumin note qu'il est probablement destiné à devenir le prochain directeur, car l'actuel est vieux et souvent absent. Elle dit que Goldran a changé l'hôpital, favorisant les riches tout en négligeant les pauvres, et semble plus intéressé par la politique que par la guérison. La rumeur veut que sa montée en 7e classe n'ait pas été méritée, mais lui ait été donnée grâce à des alliés influents. Des nobles qui voulaient le mettre au conseil pour servir leurs intérêts, Xenos garde prudemment ses distances, sachant que des gens comme ça méprisent généralement les pauvres. Pourtant, Yumin doute qu'il puisse pour l'éviter, suspectant que Goldran ait joué un rôle dans la disparition d'Alfred.
impitoyablement déterminé. Goldrun semble décidé à rassembler des individus talentueux. Il a invité Alfred sous prétexte d'utiliser le laboratoire commun. Bien que Becker ait été réticent, il devait à Goldrun le financement du remède contre le poumon rouge et a cédé. Alfred y a vu une opportunité de progresser, puis a disparu un mois plus tard. Pour attirer l'attention de Goldrun sans éveiller les soupçons, Xenos doit exceller dans le programme de l'hôpital royal. Ce n'est qu'alors que Goldrun pourrait faire le premier pas, mais Xenos doute d'en être capable. Se voyant simplement comme un médecin de rue, Yumin, cependant, est étonné qu'il ne reconnaisse pas son propre potentiel. À ce moment-là, Cress, un membre odieux de la faction Gold, interrompt brusquement Yumin. Elle essaie de l'ignorer, mais il continue de la déranger. Puis il se tourne vers Xenos, suppose qu'il est le nouvel élève remarquable, et lui dit avec suffisance de ne pas embarrasser son sponsor. Cress finit par partir et Yumin mentionne qu'ils étaient autrefois camarades de classe, mais que Cress s'est montré supérieur depuis qu'il a rejoint Goldrun. Xenos s'en moque et se dirige vers la classe. Un flashback montre le jeune Xenos étudiant l'anatomie d'un homme mourant, avant d'être frappé par son professeur, qui dit que l'énergie doit être consacrée à aider les vivants. Lui et son camarade Veritra furent loués pour leur progrès, mais avertis de ne pas devenir arrogants. Fermer des blessures ne faisait d'eux que des guérisseurs de troisième ordre au mieux. Veritra disait qu'offrir du réconfort faisait de vous un guérisseur de second ordre, et Xenos répétait le dicton que seuls les meilleurs guérisseurs du monde étaient de premier ordre, des mots qui entêtent son sommeil. Le professeur Harry, content que Xenos ait compris. De retour dans le présent, le cours commence. L'instructeur, un expert dans le traitement des aventuriers, présente le sujet du jour, les morts vivants. Xenos trouve que l'enseignement formel clarifie beaucoup de choses qu'il savait déjà. Lorsqu'un camarade demande à propos des spectres, le professeur explique qu'ils sont rarement vus et généralement mortels. Il vaut mieux fuir si vous en voyez un. Les morts vivants qui parlent sont encore plus dangereux, ce qui met Xenos mal à l'aise. Il y en a un dans sa chambre et les gens le détestent clairement. Lorsque le professeur demande des histoires de fantômes, Chris Wembley se vante d'en avoir battu 30 et reçoit des applaudissements. Xenos, ne voulant pas attirer l'attention, affirme la même chose. Crest se moque de lui. Personne ne peut en battre autant aussi vite. Pour couvrir le mensonge, Xenos invente une histoire sur un sort de guérison et un labyrinthe de fantômes. Mais le professeur remarque que seules les élites y vont, ce qui aggrave la situation. Jaloux, Crest décide qu'il n'aime pas Xenos, mais s'assoit quand même à côté de lui en cours. L'accusant de chercher l'attention, la leçon du jour porte sur les cercles magiques, ce que Xenos considère comme inutile. Pourquoi ne pas simplement guérir directement quand le professeur demande à quelqu'un de dessiner? Crest impressionne et se fait inviter au laboratoire de Goldrun, se vantant d'y travailler déjà, puis il propose habilement Xenos, qui dessine un vieux sort appris dans son enfance. Crest rit jusqu'à ce que le professeur le reconnaisse comme un cercle de soins rares. Jugé impossible pour un humain ordinaire, Xenos hausse les épaules, disant que soigner à la main est plus rapide. Sous le choc, le professeur le supplie de rejoindre le laboratoire. La rumeur court que Xenos a vaincu 30 fantômes seul, mais Goldrun s'en moque. Quand des morts vivants apparaissent au cimetière de Sula, le vice-principal s'en sert pour tester Xenos, espérant impressionner Goldrun. Xenos, qui se prépare avec ses amis, remarque Carmilla. Bien qu'un fantôme mange de la vraie nourriture, au cimetière, les guérisseurs peinent. Xenos critique la lenteur, puis il déchaîne seul une nuée de fantômes, laissant tout le monde stupéfait. Crest prend le crédit, mais Human révèle la vérité. Pourtant, Crest ment en ordonnant au groupe de le soutenir. Il admet même qu'il a été chargé de surveiller un élève spécial. Avant qu'il ne puisse réagir, un roi zombie attaque. Crest panique, lance un sort faible, puis s'enfuit. Human dit à Xenos de le laisser échouer. De l'amour dur. Après que Crest ait failli être tué, Xenos termine le combat avec une guérison. Crest fait semblant d'aller bien. Human lui crie dessus pendant que Xenos réfléchit à la façon dont les morts vivants forts attirent les faibles. Étrangement, il s'excuse. De retour au dortoir, Carmilla éternue. Quand Lily demande si elle est malade, le fantôme rit. Quelqu'un comme elle. Attraper un rhume. Jamais. Si vous appréciez le voyage de cette série, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner, puis d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.
Tout votre soutien m'aide à continuer à vous offrir des résumés de haute qualité.